J'avais 23 ans, je venais d'en prendre au moins pour 10 ans. Il fallait que je m'évade. Jody Thompson s'est évadé. J'ai dit comment? C'est impossible. Il lui a fallu peu de temps pour se faire la belle. Vol, cambriolage, enlèvement. C'est l'un des criminels les plus recherchés. Un nuage de fumée et pouf, il s'est envolé. Le génie du mal. La police le veut coûte que coûte. Ils veulent ma peau, je vais les faire courir. Ils sont capables de tout, mais je tiens à la vie. Je m'appelle Jody Thompson. En 2004, j'ai plaidé coupable pour une série d'attaques à main armée. J'avais 23 ans et j'allais en prendre au moins pour 10 ans avant qu'il n'envisage peut-être de me libérer. Ma première peine m'a conduit dans un centre de détention pour jeunes délinquants à l'âge de 17 ans. Depuis, j'ai pas arrêté d'avoir des problèmes. J'ai traîné avec le milieu. Je suis passé du vol à l'étalage et des cambriolages de magasins aux attaques à main armée. Je me suis fait une spécialité, vider les machines à sous des bars de Vegas. C'est un business qui rapporte entre 10 000 et 100 000 $ à chaque coup. Thompson avait son style personnel. On le surnommait le gentleman cambrioleur. Il avait un comportement très calme et s'excusait toujours auprès des gens. De calme, calme-toi tout de suite, vu? Pose ça et vous, mettez vos mains sur la table. De toutes mes attaques, je n'ai jamais blessé personne. Je n'ai même pas eu à menacer. Je vois pas pourquoi il aurait fallu que j'use de la violence. Quand vous avez un flingue entre les mains, les gens coopèrent. Pas besoin d'en rajouter. Je ferai de mal à personne, je reviens. Les gérants de ces bars le trouvaient hallucinant. Il était capable d'ouvrir les machines plus vite avec un pied de biche que les techniciens de l'entretien avec leurs clés. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai tout flambé en fiesta. Je buvais, je dansais, je me camais. Et je volais à nouveau. J'étais rivé sur mon univers. Il fallait que je fasse vite. L'argent me donnait l'impression d'être accepté des autres, d'être digne d'attention. En tôle, on se nourrit de votre faiblesse. Et même si je ne laissais rien paraître, ça me bouffait la vie. Un jour, en 2005, j'ai craqué. Ce qui peut vous paraître un banal incident a été pour moi la goutte d'eau. Je faisais la queue pour passer un appel. Le gars derrière qui j'attendais venait de raccrocher, mais il a passé aussitôt un nouvel appel. Il savait qu'il aurait dû reprendre la file. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Ce type devait apprendre le respect. Mais je me suis dit que ça valait pas le coup. Alors j'ai fait la queue à un autre téléphone. Quand j'ai rouvert les yeux, il me fixait toujours. C'est ce que je pensais. Je me souviens avoir pensé que j'avais encore des années à tirer dans ces conditions. J'en pouvais plus. Il fallait que je sorte de là. Il fallait que je m'échappe. Je n'avais pas d'autre solution. Il fallait que je m'évade. Avant 2005, il n'y avait pas eu d'évasion depuis des années du centre pénitentiaire du Nord Nevada. Il aurait d'abord fallu que le détenu franchisse 2 lignes de clôture.
Ensuite, il y a les miradors, une surveillance extrêmement vigilante, des patrouilles, et nous avons bien entendu des agents très bien formés. J'avais déjà quelques idées. Je savais que j'en aurais davantage, une fois que je me serais dessiné mentalement la carte des systèmes de sécurité de la prison. Il me restait à être patient et à attendre la bonne occasion. Mais en même temps, il fallait que je me prépare à prendre des risques. Je me suis mis au footing au cas où il faudrait que je cavale. Je courais au moins 4 fois par semaine. J'en suis arrivé à courir 2 heures d'affilée. J'ai commencé à lorgner vers l'atelier de métallurgie et la menuiserie. En y travaillant, je pourrais me procurer des pinces coupantes pour franchir les clôtures ou m'embarquer en douce dans un camion de livraison. J'avais plus de chance avec la seconde solution. J'ai parlé aux gens que je connaissais et dont je savais qu'ils travaillaient à l'atelier. Mais j'ai pas trop aimé leurs réponses, comme quoi il était difficile d'y décrocher une place. Il allait me falloir passer devant une commission où ils jugeraient si j'étais digne de confiance. Donc vous voulez un boulot? Je m'étais déjà échappé de détention provisoire à 17 ans, en me planquant dans un camion de lait. C'est ça qui me rendait anxieux. J'étais convaincu qu'ils allaient me refuser. Face à la commission, Thompson s'est exprimé très clairement. Il a été très manipulateur, très alerte et convaincant. Je serai à l'heure tous les jours, et je ferai mon boulot nickel. Je les ai travaillés au corps du mieux que j'ai pu. Je leur ai expliqué à quel point je voulais m'amender et faire en sorte que ma longue peine passe plus vite. Je veux que ça passe vite. Il est entré dans ce bureau avec un objectif, et il a fait tout son possible pour l'atteindre. Je mérite cette place. Je l'ai obtenue. On m'a mis manutentionnaire à l'atelier de métallurgie. Le chef d'équipe m'a dit que je monterais vite en grade, mais vous pensez si je m'en foutais. Les camions de livraison se pointaient à 8 h du matin pour prendre les meubles fabriqués à la prison. Et j'ai fait en sorte d'être systématiquement présent pour les charger. Le chauffeur s'est habitué à me voir. J'ai réalisé que pour peu qu'il s'éloigne et que personne ne regarde dans ma direction, je pourrais me cacher à l'arrière du camion. C'était très risqué, mais me planquer là-dedans restait la meilleure chance de m'évader. J'ai repéré une cantine à outils cadenassée. Si j'arrivais à la forcer, je pourrais me fournir en instruments, tournevis, tenailles et autres pinces pour m'extraire du camion. J'ai veillé à ce que personne ne me voie fouiller dans la caisse. Au moindre soupçon, ça aurait été foutu pour moi. Je me suis retrouvé seul, comme jamais. Avant que le chauffeur ne referme le haillon, j'ai mémorisé l'intérieur du camion. Le caisson possédait 2 portes, une latérale et le haillon arrière verrouillé par une poignée extérieure. Je me suis dit que pour sortir du véhicule, il me faudrait découper un trou dans la porte arrière près de la poignée. Je pourrais ainsi passer le bras et actionner la poignée pour soulever la porte. J'ai tout gardé pour moi. Une prison, c'est plein de balances. Il me fallait surtout un portable pour organiser ma prise en charge après l'évasion, à savoir qui viendrait me prendre et où je serais hébergé. J'ai fait passer le mot à la cantine, comme quoi j'étais prêt à mettre le prix pour un téléphone, et j'ai attendu une offre. Le téléphone a fini par m'arriver, d'une manière inattendue. J'ai commencé à flirter avec une employée de la prison. Et nous sommes devenus très proches. C'est elle qui l'a fait passer en douce. Mais vous n'en saurez pas plus. J'ai un code d'honneur. Et elle a assez souffert. Des semaines durant, j'ai observé la fouille du camion avant qu'il ne reparte. J'ai remarqué qu'ils ouvraient toujours le haillon arrière, mais presque jamais la porte latérale. Je me suis dit que le meilleur endroit où me cacher serait près de cette porte oubliée, à l'avant de la remorque.
Ce jour-là, le camion est arrivé à 8 heures. On a commencé à charger les meubles. J'ai veillé à grimper le premier dans la remorque pour être celui qui casait le matériel. On a chargé le premier bureau. Le bon de livraison indiquait Lovelock comme destination. C'était à 90 minutes de route. Ça me laissait plein de temps pour quitter le véhicule avant qu'il n'arrive. J'ai poussé le bureau, mais pas jusqu'au fond. J'ai laissé juste assez d'espace pour me glisser en dessous. C'était le jour J. Je le sentais. J'y croyais. C'est bon, j'avais une planque où me recroqueviller. Une fois le camion chargé, le chauffeur a dit qu'il devait parler à quelqu'un. Nous sommes rentrés tous ensemble. Je retourne à l'atelier. À plus, les gars. Je me suis dirigé vers l'atelier de métallurgie, pendant que les autres regagnaient les bureaux. J'avais tous les sens en alerte. Louis en particulier. Fallait-il que j'y aille ou pas? Il n'y avait personne autour, et c'était maintenant ou jamais. Mais en même temps, il suffisait que le chauffeur me voie ou m'entende pour que je sois fait comme un rat. J'ai entendu quelqu'un marcher. C'était le chauffeur. C'était le moment. Je me suis précipité vers la porte. J'ai jeté un coup d'œil rapide au camion. D'habitude, il reculait pile jusqu'à la porte du hangar avec le haillon ouvert. Il fallait absolument qu'il le laisse ouvert. Il a remonté l'élévateur et... Parfait, il n'a pas refermé le haillon, c'était bon. J'ai vu des gens marcher de dos, mais l'un des détenus avançait dans ma direction. Il y avait aussi ce mirador avec un gardien qui pouvait très bien me voir. J'ai entendu le chauffeur ouvrir sa portière et la claquer. Le moteur a démarré. Le détenu qui marchait vers moi était occupé à parler à quelqu'un. Je savais que c'était le moment. C'était maintenant ou jamais. Je ne trouverai jamais une meilleure occasion que celle-ci. Je me suis élancé. J'ai ressenti un mélange de peur, de joie et d'incrédulité. Genre, j'y crois pas, c'est en train d'arriver. C'est bon? Attends un instant. Si le maton suivait la routine et regardait juste par la porte arrière, c'était bon. Mais s'il ouvrait la porte latérale, j'étais cuit. Il a décidé d'ouvrir le capot du moteur. C'est bon. Tu peux fermer. J'ai entendu le capot se refermer. On marchait autour du camion. Allait-il ouvrir la porte latérale? Tu m'ouvres la porte? Il ne l'ouvre jamais. J'ai entendu des cliquetis. Elle s'est ouverte. Je pouvais voir le visage du maton. Il était à 1,50 m de moi. Je m'attendais à ce qu'il dise « Allez, dehors, monsieur Thompson ».
Et moi, je me disais, si je le vois, il me voit aussi. Mon seul espoir était qu'il fasse assez sombre là-dedans et que la couverture jetée sur le bureau me masque suffisamment. Je l'ai entendu demander au chauffeur. T'as surveillé le chargement? Bien sûr. Je retenais mon souffle. Je l'ai enfin entendu dire. Allez, c'est bon. Il a refermé la porte. J'ai entendu les grilles automatiques coulisser. Le chauffeur a redémarré. Ça y est, j'étais dehors. J'ai senti le camion tourner. On devait passer devant la prison. Ça y est, on prenait la route. Le camion a accéléré. Ouais, on était bien sur la route. Il fallait encore que je sorte de ce camion. Là, je me suis demandé, je tente le coup maintenant ou j'attends? J'ai laissé passer 10 minutes et je suis sorti de ma planque. La cantine à outils cadenassée était pile devant moi. Je l'ai cassée pour l'ouvrir. J'avais mémorisé l'extérieur du haillon. J'ai choisi l'endroit où percer mon trou. Je craignais deux choses. Que le chauffeur m'entende ou qu'un automobiliste me repère. Une fois que le trou a été assez large, j'ai vérifié qu'aucun véhicule n'était à proximité. Il fallait que j'ouvre cette porte rapidement, tant que tout était calme. Mon trou était trop petit, mais il fallait que j'y arrive. J'ai poussé mon bras aussi loin que possible. La poignée devait se trouver juste là. Je l'ai senti du bout des doigts. J'étais enfin libre. Je n'étais plus en prison et bientôt plus dans ce camion. La liberté. Le camion a ralenti et s'est arrêté. Nous étions à une station essence. Je me suis glissé sous le haillon entrouvert pour voir le chauffeur entrer dans la boutique. J'ai décidé que c'était le moment. Il fallait que je m'éloigne du trafic, que je me cache dans le désert et que j'appelle un ami pour qu'il vienne me chercher. J'ai repéré un chemin de terre. Mais pour y arriver, il fallait que je passe devant la boutique. J'avais le portable avec moi. Je me suis planqué dans le désert et j'ai appelé mon pote. Je savais exactement où je me trouvais. J'ai reçu un appel d'un surveillant qui m'a dit « Hé, Pam, il pense qu'il y a eu une évasion. » J'ai répondu « Quoi? Mais c'est impossible. » Jody Thompson s'est évadé de prison. Une évasion gonflée qui donne la migraine aux policiers. Le chauffeur du camion est arrivé à destination, à Lovelock, au Nevada.
Là, ils ont découvert un trou à l'arrière qui n'y était pas quand le camion a quitté la prison. Ne vous laissez pas duper, cet homme est dangereux. La police le veut coûte que coûte. J'étais vraiment hors de moi, très en colère. Parce que n'importe qui là-bas risquait de se faire blesser en aidant à retrouver ce pauvre type. J'ai pris contact avec le bureau du chef de la police fédérale. D'après les informations retrouvées dans son portable, il pouvait se diriger vers le Mexique en cherchant à franchir les États. Je savais que ça n'était pas possible. Las Vegas était sa seule destination. Aucune autre ville au monde n'a tous ses bars ouverts, jour et nuit, et 7 jours sur 7. Ça lui permettrait de recommencer ses braquages quand bon lui semble. C'est aussi à Las Vegas que vivaient ses amis du milieu qui allaient l'aider. Et il n'y a vraiment que là-bas qu'ils pouvaient mener leur vie de dealers, voleurs de bars et macros. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Revoir Vegas, c'était un peu surréaliste. À l'époque de l'enquête sur Thompson, j'étais le chef adjoint de la police fédérale affectée à la ville de Las Vegas. J'ai mené ce type d'enquête pendant pas mal d'années. Les premiers jours après l'évasion, nous avons interrogé sans relâche ses compagnons de prison. Quand un prisonnier se fait la belle, il n'a pas d'argent et nulle part où aller, si ce n'est chez des gens qu'il connaît et en qui il a confiance. Des gens qui le cacheront, lui donneront de l'argent, des drogues, une arme à feu. Des choses dont ces gars ont besoin puisque tous les associés de Thompson étaient des criminels, des dealers, des proxénètes, des braqueurs professionnels. Nous savions qu'il finirait par avoir nulle part où se planquer. Et c'est là qu'on l'aurait. J'avais prévu de braquer un bar pour m'acheter une voiture et rouler jusqu'au Mexique. Un gars est entré avec un casque, un sac à dos et des gants. Rien d'inhabituel pour moi, puisque plein de motards fréquentent ce bar. Il a demandé qu'on lui serve un petit déj. Le temps de prendre le menu derrière moi et de me tourner vers lui, j'avais un flingue braqué sur moi. Calme-toi et lève les mains. Son regard faisait peur. Je ne l'oublierai jamais. Quand je repense à ses yeux, je ne les oublierai jamais. Et il a dit... Si tu fais exactement ce que je dis, je ne reviendrai pas te faire de mal. Il m'a fait garder les mains en l'air, contourner le bar et m'asseoir à une table. Du calme, y a qui d'autre ici? J'avoue que j'ai bien gardé mon sang-froid, jusqu'à ce que je m'aperçoive que Connie se trouvait derrière. Connie, qui avait déjà fait une crise cardiaque, était un peu ma seconde maman. Tu veux que je vire mon flingue? Là, je me suis mise à pleurer. Parce que je ne voulais pas qu'il m'arrive quoi que ce soit face à elle. Ça m'aurait anéanti. Ok, je vire mon flingue tout de suite, ça va aller. Elle est sortie des toilettes. Il s'est tourné vers nous, il nous a regardés et il nous a dit qu'il n'aimait pas faire ça, mais qu'il était obligé. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Il a ouvert toutes les machines à sous que nous avions et il a piqué l'argent. C'était dingue à voir. Un appel nous a informé que Thompson venait de dévaliser le Blue Diamond. On a visionné la bande vidéo des caméras. C'était bien lui. Quand vous voyez quelqu'un commettre une attaque à main armée, ça vous fait presque paniquer. Voir une personne pointer une arme quand vous savez ce qui peut arriver, ça vous remplit d'effroi. Mais nous avons recueilli des informations qui nous ont menés à une maison au nord-ouest de Las Vegas, dans la rue Velvet Rose. On avait des raisons de croire que Thompson s'y cachait avec une certaine Gillian. C'est quoi tout ça, chérie? Je voulais que Gillian me conduise dans des parkings pour que je vole une plaque et ensuite une voiture. Ça fait un beau pactole, hein? J'avais un peu plus de 10 000 $, assez pour voyager loin. J'étais prêt à partir. Notre plan consistait à surveiller la maison en permanence jusqu'à ce qu'on obtienne le mandat de perquisition. Après quoi, on fera intervenir le SWAT. Nous espérions seulement que Thompson serait bien dans cette maison, car nous n'avions aucune preuve concluante. Allô? On a eu la preuve que Thompson était bien dans la maison.
Ouais, il est dedans. La ligne a été coupée. J'avais un mauvais pressentiment. Mon intuition m'a soufflé que c'était la police. La porte du garage s'est ouverte. Un 4x4 en est sorti avec une femme au volant, seule dans le véhicule. Nous avons pensé que c'était Gillian. À ce moment-là, je me suis dit que c'était un coup de chance. Pour moi, Thompson se trouvait seul dans la maison, et du coup, nous n'avions pas à nous inquiéter du risque qu'il puisse prendre un otage. Le SWAT pouvait intervenir sans risquer de blesser qui que ce soit d'autre. J'ai suivi le 4x4 et j'ai appelé la police métropolitaine de Las Vegas pour qu'elle envoie du renfort. Au moment où je suis arrivé à la hauteur du 4x4, Thompson a surgi d'entre les sièges. Il a poussé Gillian dans la rue, s'est assis au volant et a démarré en trombe. J'avais la police aux trousses. Je n'avais plus qu'une envie. Lui survivre, foncer. On est arrivé à un carrefour où le feu était rouge. Un pick-up est entré sur l'intersection. Je l'ai vu s'avancer. Et j'ai eu un réflexe de recul, parce que je savais ce qui allait arriver. Au moment de l'impact, j'ai eu l'impression que tout défilait au ralenti. Mais je devais rester conscient, indépendamment de la violence du choc. J'ai empoigné mon sac à dos avec les outils dedans et j'ai couru. Quand j'ai freiné, Thompson a surgi du véhicule. J'ai pointé mon arme pour le sommet de s'arrêter. Stop! C'est une chose détestable que de braquer une arme sur quelqu'un. Quelquefois, les yeux du fuyard louchent en regardant le canon. Et parfois, ils se mettent à avoir des mouvements convulsifs. La peur suscite toutes sortes de réactions. Mais Thompson, lui, m'a fixé sans rien laisser transparaître. Il n'a même pas cligné des yeux. J'ai dû décider si je devais tirer. Si Thompson avait sorti une arme, j'aurais certainement tiré. Mais comme nous avions fixé un périmètre de sécurité, je me suis dit qu'on allait l'attraper. Dans ma carrière de flic, j'ai fait mettre en place des centaines de périmètres et personne n'est jamais passé entre les mailles. Donc pour moi, Thompson était fait. Oui, rajoute-moi 3 unités si tu peux. Il me faut autant d'hommes que possible. J'entendais des sirènes partout. Il fallait que je trouve une planque. Mon instinct de survie a pris le dessus au point que je ne savais plus ce que je faisais. Je l'ai laissé me guider tout au long de ma fuite. Il était hors de question que j'abandonne. J'étais résolu à ne jamais remettre les pieds en tôle. Peu m'importer les conséquences de cette décision. Je ne voyais plus que ma liberté. S'il voulait ma peau, il faudrait qu'il me rattrape. Au bruit environnant, j'ai compris qu'ils avaient bouclé tout le quartier. Bouge pas! Où sont les clés de la bagnole? Raccroche ce téléphone! Pose ça tout de suite! Raccroche! Je savais qu'elle avait appelé la police. Je savais qu'ils allaient me retrouver. C'était juste une question de minutes.
Les clés de la bagnole. Derrière vous. Où est la caisse? Au garage. La porte d'accès est dans le vestibule. Prenez la voiture et partez. Je savais que c'était les flics. Que faire? Allô? Bonjour, police de Las Vegas, que se passe-t-il? Oh, rien, une petite dispute. Non! Dis à ta femme de la fermer! Là, j'ai ressenti une courte émotion. Ce que je faisais me fendait le cœur. Mais aussitôt, je me suis dit, fonce, fous le camp. Emmenez-moi au garage. D'accord. Je me suis engouffré dans leur voiture. Je leur ai dit de refermer la porte derrière moi. Les flics avaient bloqué la route. Je me suis convaincu de rester calme. Ils ignoraient que j'avais trouvé une voiture et pensaient que j'étais à pied. Ma pire crainte était qu'ils me reconnaissent et qu'ils tirent. Un agent m'a dévisagé. Et puis il m'a fait signe d'y aller. Merci. Il pensait que je devais me cacher dans une cour ou un truc du genre. Quand le couple a rappelé les flics, j'étais déjà loin. La police de Las Vegas est arrivée et nous a dit ce que Thompson avait fait et qu'il nous avait échappé. J'en avais mal au ventre. Quand une telle chose arrive, ça vous prend aux tripes et vous en êtes physiquement malade. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même de ne pas avoir été plus vigilant. Et ça vous sert de leçon. J'aurais pu quitter la ville. Alors qu'est-ce qui m'a fait rester à Vegas? J'ai rencontré Patricia. Je n'avais aucun lien avec elle en rapport avec mon ancienne vie. Mais on a bien accroché, elle et moi. Quand on s'est rencontrés, il disait s'appeler James. Il m'a raconté que les gens le surnommaient comme ça, mais que sa véritable identité était Chase Erickson. Je l'ai trouvé très séduisant, vraiment très sexy comme homme. Et on s'est tout de suite plu. J'ai raccroché. J'ai arrêté de braquer les bars et j'ai coupé les ponts avec tous les gens que je connaissais à Vegas. Ce papier dit qu'il était avec toi. Je m'en souviens pas. Il voulait pas que je regarde les nouvelles à la télé. J'ai trouvé ça suspect. Quand il regardait le JT, il suffisait que j'entre pour qu'il change de chaîne. Je pensais qu'il regardait du porno, mais c'était les news. Ils avaient affiché ma photo à la une des titres. Je voulais pas courir le risque qu'elle me reconnaisse. Si vous avez la moindre information, appelez d'urgence la police. Aujourd'hui, la récompense offerte à la personne permettant son arrestation est passée à 6 000 $. Mais ces mesures n'ont rien donné. Ça a duré des semaines. Il nous fallait une nouvelle approche. Pour médiatiser l'affaire, nous avons contacté l'émission d'avis de recherche America's Most Wanted. Dès que le programme est passé à l'antenne, les appels ont afflué. Brandt, on a eu un tuyau qui menait à Thompson. J'ai senti que mon interlocuteur savait bel et bien où il se trouvait à ce moment-là. Et je lui ai dit à quel point il était important que je le voie en privé. Quand quelqu'un vous apporte une telle nouvelle, je vous laisse imaginer l'enthousiasme. Ça vous redonne une de ces pêches. Pendant des mois, vous avez attendu un coup de chance pour relancer les recherches et choper le type. Et là, sur un appel fiable, vous vous dites « Ça y est, tout ce qui nous manquait et qu'on a attendu si longtemps vient d'arriver. » Il n'était pas question de louper ça. J'étais confiant. Cette personne anonyme savait exactement ce dont elle parlait. Thompson était forcément à cette adresse pile à ce moment-là.
J'avais accès à toutes les fréquences radio. Je pouvais communiquer avec la police fédérale et la police urbaine de Las Vegas. Je pouvais suivre les conversations de la brigade de répression du banditisme, celles du SWAT et celles de mes hommes. J'ai senti la tension monter. Nous étions sûrs que Thompson ne pouvait pas sortir du périmètre. Nous avions retenu la leçon. Le plan consistait à l'arrêter si possible dans la résidence, sinon dans le périmètre. Ce matin-là, Patricia était sortie acheter à manger quand elle m'a téléphoné. Allô? Elle m'a dit que 3 voitures de police l'avaient coincée. J'ai regardé par les stores. Il fallait que je sorte immédiatement de la maison. J'ai marché jusqu'à l'angle du bâtiment comme si de rien n'était, et j'ai couru. L'un des agents qui planquait m'a appelé au téléphone pour me dire que Thompson venait de sortir de la résidence et de se tirer en courant. En d'autres termes, il s'enfuyait de sa planque. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais dans un état d'enthousiasme peu commun. Ça faisait des mois que je travaillais sur l'affaire. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer son arrestation. Son art de nous filer entre les doigts commençait vraiment à m'énerver. J'arrive. J'ai sauté dans une cour. J'entendais les voitures me chercher partout dans les rues. Un monsieur âgé est sorti de sa maison. Il s'est avancé jusqu'au coin de sa cour. Ok, bougez surtout pas. Je ferai de mal à personne, mais restez où vous êtes. Asseyez-vous, tout va bien se passer. Venez, avancez par ici. Asseyez-vous immédiatement. Posez vos mains sur la table, d'accord? J'ai dit que je voulais juste un endroit où me cacher. Je les voyais dans la rue en face, et j'entendais l'hélico au-dessus. Quand vous avez un hélico dans le ciel, les chiens qui patrouillent, le SWAT à l'affût, ça vous laisse peu d'options. Quand vous coincez un rat dans un angle, est-ce qu'il se défend? La plupart du temps, oui. Il fallait donc agir comme s'il allait se défendre jusqu'au bout. On a frappé à la porte. Allez ouvrir. Je lui ai dit d'ouvrir et de dire qu'il dormait. Je l'ai assuré que je ne ferais pas de mal à sa femme, que j'étais un type bien et qu'il fallait juste qu'il m'aide à m'en sortir. Me laissez pas tomber, s'il vous plaît. J'ai dit à sa femme d'essayer de se détendre. Je me suis caché dans le placard. Je savais que ma seule chance était de me planquer, en permettant à la police de contrôler rapidement l'intérieur sans que les propriétaires ne disent quoi que ce soit. C'était beaucoup leur demander, mais c'est tout ce qui me restait. La femme a commencé à se lever du lit. J'aurais pu la rattraper avant qu'elle ne se précipite vers la porte, mais je ne l'ai pas fait. C'en était fini pour moi. Je me souviens avoir écouté la fréquence radio du SWAT au moment où le couple est sorti de sa maison. Les propriétaires ont dit « Le gars que vous recherchez est à l'intérieur ». Là, j'ai compris qu'il était fait. Il restait juste à intervenir, mais je savais qu'il était cuit. Il n'y avait aucune possibilité qu'il nous échappe. Personne n'échappe au SWAT. Je suis sorti du placard. J'ai rampé jusqu'à la cuisine et jeté un coup d'œil furtif par la fenêtre. Je me suis demandé, y a-t-il encore quelque chose que je puisse faire? Je n'avais plus aucune chance, et je le savais. Toute tentative de résistance aurait signé mon arrêt de mort, et je ne voulais pas mourir.
Je voulais juste rester en vie pour pouvoir m'évader une autre fois. Je savais qu'il suffisait d'un gars un peu sur les nerfs pour presser sur la détente et m'abattre. S'il venait me chercher par la force, j'étais mort. Là, Thompson m'a surpris une fois de plus. Je n'aurais jamais pu deviner ce qu'il allait faire à l'intérieur de la maison. Il a pris le téléphone et a appelé les urgences, en laissant la ligne ouverte, de sorte que tout ce qui allait se passer à l'intérieur soit enregistré par le biais de cette ligne. Par conséquent, si le SWAT entrait et s'il disait « Je me rends », son aveu serait enregistré et les gars du SWAT sauraient qu'eux aussi sont enregistrés. S'il vous plaît, dites aux flics que je suis allongé sur le ventre dans la cuisine, avec les mains sur la tête. Vous êtes allongé face au sol dans la cuisine? Oui, je m'appelle Jody Thompson et ils savent où je suis. À quelle adresse? J'en sais rien, mais ils m'ont retrouvé. Vous dites que vous êtes allongé sur le ventre dans la cuisine. Dès que j'aurai raccroché, j'irai m'allonger par terre, dans le salon, ou là où ils veulent. À moins qu'ils ne préfèrent que je sorte de la maison. D'accord, monsieur. Je vais envoyer ça à cette adresse. Ils me traquent comme un cerf aux abois. Vous appelez de quelle adresse, monsieur Thompson? Qu'est-ce que j'en sais? Et pourquoi est-ce qu'ils vous recherchent? Ils ont lancé mon avis de recherche dans l'émission America's Most Wanted. Pourquoi? Je me suis évadé de prison. Il a voulu survivre à sa capture. Il a donc fait en sorte de se protéger et s'est assuré qu'il resterait en vie. Dépêchez-vous, je veux pas me faire descendre. Une seconde. Je suis par terre, c'est bon! Ça m'a surpris une fois de plus de sa part. Comment a-t-il pu avoir le sang-froid de penser à appeler les urgences pour ensuite raccrocher et s'étendre par terre? Hallucinant. Son raisonnement vif, son sang-froid en toutes circonstances, son talent à anticiper les événements calmement. Je n'avais encore jamais vu ça. Mais il savait qu'il était seul contre tous. Nous étions sûrs de gagner, sûrs de l'attraper après l'avoir traqué. De toute façon, nous n'aurions jamais relâché nos efforts. Nous avons à notre disposition toutes les ressources possibles. Il ne pouvait pas nous fuir indéfiniment, il le savait. Il savait qu'on finirait par le capturer. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais tombée amoureuse de Jody et je l'aime toujours parce que pendant tout le temps où nous sommes restés ensemble, il ne m'a jamais manqué de respect. Jody Thompson a dit à Patricia qu'il l'aimait et lui a répondu la même chose, après quoi l'huissier les a accompagnés hors de la salle d'audience. Peu importe ce qu'en disent les médias, ni qui que ce soit d'ailleurs, ça n'affectera pas mes sentiments pour lui. Monsieur Thompson risque à nouveau de s'évader. Il représente une menace pour la société et n'aura pas le droit à la liberté sous caution. J'ai vécu le verdict avec un mélange de tristesse, d'effroi et de soulagement. En même temps que j'étais triste et redoutais qu'on me remette sous les verrous, je me sentais soulagé que mon supplice soit fini. Mais je perds pas espoir. Je sais que je m'évaderai à nouveau. Je suis pas encore prêt à abandonner.